1,2 million de tonnes de produits finis qui sortent de la raffinerie. Monsieur Lucien Ebata, avec sa société Orion, a le monopole donc de vente de ces cargaisons de produits finis à la RDC, qui est l'unique client en fait. Mais Maintenant, il crée c'est la quoi? spéculation derrière, donc la rareté du produit sur le marché congolais. Vous avez vu, dernièrement, il y avait crise de carburant. Donc, il crée Ok. la rareté donc, du produit sur le marché pour le revendre par la suite au Congo, mais avec majoration. Mais il a Donc, quelle relation avec cette plus-value, il la oui, récupère pour se partager avec des amis. il a quelle relation avec la raffinerie du Congo? Mais aucune relation. La relation qu'il a, c'est M. Sassou Nguesso qui est propriétaire des biens du Congo. Est-ce que vous pouvez comprendre avec moi que le montage, c'est celui-là? M. Lucien Ebata, c'est juste un prête-nom. Ça D'ailleurs, veut dire il est citoyen congolais, mais on ne lui reconnaît aucune résidence au Congo, ni pour lui, ni pour ses entreprises. bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre Teler TV. Il a fallu attendre la chute du régime Bongo pour se rendre à l'évidence, avec preuve bien entendu de l'ampleur des crimes financiers et économiques, du pillage massif des deniers publics du Gabon par la famille Bongo. C'est ainsi que le monde entier a pu voir les quantités d'argent thésaurisées par ces derniers. C'est le reportage que je vais vous proposer de suivre et on reviendra sur le plateau pour que je vous présente notre invité, l'invité, le droit de savoir. Après l'annonce à l'aube de la prise du pouvoir par l'armée gabonaise, s'en est suivi l'arrestation de plusieurs collaborateurs du président déchu, Ali Bongo Ondimba, et de son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Ces derniers sont accusés de malversation financière, blanchiment d'argent, falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Kim Woo, des cantines d'argent, difficiles à justifier pour le détenteur. Et cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'il manipule. Le montant exact, je ne le connais pas. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nourdine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings, à couper le souffle. Voilà, alors les mêmes pratiques sont observées au Congo-Brazzaville avec le clan Denis Sassou Nguesso. On en parle donc aujourd'hui avec Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. Bonjour Alphonse. Bonjour Christian, comment allez-vous? Ben, très bien, et toi-même, comment vas-tu? Ça va, on peut se tutoyer, ça va, merci. Merci. Alors, selon les informations que vous avez mises à notre disposition, plus de 133 000 milliards de francs CFA, bien entendu, auraient été volés par le clan Sassou Nguesso dans les caisses de l'État congolais entre 2001 et 2022, planqués dans les paradis fiscaux, et d'autres milliards thésaurisés dans les villas, dans les cimetières, etc. Un pillage sans scrupules qui a finalement plongé les Congolais dans une misère indestructible. Ce n'est pas moi qui le dis. Il suffit de consulter les rapports de la Banque mondiale pour constater que finalement, 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 dollar par jour, donc à moins de 600 francs CFA par jour. Mais qui sont donc ces hommes et femmes qui entourent Denis Sassou Nguesso et qui se livrent à ce pillage massif des deniers publics du Congo-Brazzaville et comment opère-t-il? Avant que vous nous répondiez, je vais vous proposer un extrait d'un clip musical des jeunes du mouvement Ras-le-Bol. Le titre, c'est 10 000 plaintes contre l'État congolais. Suivez. Son Excellence,
Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Et j'appelle affectueusement l'empereur. J'ai 10 000 plaintes, pourtant j'en ai marre de me plaindre. Mais j'ai mal au cœur, en regardant l'espoir s'éteindre. Je porte plainte contre l'État, celui de Brazzaville. Ces enfoirés ont peur qu'on parle, parce qu'ils nous ont trahis. Je lève mon poing en élevant le voile sur le visage de ce peuple, emprisonné par cet homme hier appelé le dictateur. De nos jours c'est l'empereur, car son pouvoir inspire la peur. Voilà pourquoi personne n'en parle, mais on veut savoir pourquoi ce titre. Linguesse au pouvoir avant que je vienne au monde. Maintenant je vais donner naissance à un homme qui va le voir. Dans ce texte il y a ma colère V, on demande juste le bilan, pas celui de ton porte-parole qui te sert de marionnette. Et cette fois-ci sois plus brave que tu ne l'as jamais été. Quitte le pouvoir. Si tu veux qu'on te respecte, tu mets en danger tes descendants. Pire que ceux de Mobutu, les biens mal acquis nous reprendront sans armes et nos coups. C'est vrai qu'on va parler des hommes et femmes qui entourent Denis Sassou Nguesso et qui se livrent au pillage massif des deniers publics. Vous avez parlé de 133 000 milliards, pendant que la plupart des Congolais ont en tête encore les 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures dilapidés, et personne n'a été, jusqu'à ce jour tout de même, inquiété. Mais avant, que vous inspire ce petit clip des jeunes qui parlent de 10 000 plaintes contre l'État congolais, des jeunes un peu lassés de voir le Congo être pillé par un clan? Merci Christian Perrin pour ta question. C'est un sursaut d'orgueil d'une population en détresse qui exprime son ras-le-bol parce que la vie des générations entières est hypothéquée par une caste de bandits, de mafieux qui ont pris le pays en otage. Et voilà. Et il est question, avec ce mouvement que nous constatons autour de chez nous, Lorsque vous parlez de pousser réellement la population vers la prise en main de son destin. Voilà. Lorsque vous parlez des mouvements qu'on observe autour de nous, faites allusion au Gabon, là où vient d'avoir entre autres, un renversement du régime. Oui, entre autres, il y a le Gabon, il y a la RDC, il y a l'Angola, il y a tous les pays qui sont alentours, où la démocratie est vraiment en éveil et ces pays vont prendre un essor. Il y en a qui l'ont déjà pris, à l'exemple de l'Angola, simplement parce que ils avaient décidé de tourner la page de l'histoire sombre de ce pays pour aller vers un meilleur devenir pour les populations. Or, le Congo, depuis la nuit des temps, depuis que M. Sassou Nguesso est aux affaires, il tire le pays vers le bas. Donc, vous êtes en train de dire que c'est une fin de cycle, et que les systèmes doivent changer parce que les gens en ont marre. Vous savez que la gestion chaotique du Congo est due, entre autres, au manque de leadership ou à un leadership biaisé au sommet de l'État, c'est-à-dire à la dictature, purement et simplement, au manque d'éthique dans la gestion de la chose publique, à la kleptocratie, c'est-à-dire une corruption généralisée, au manque de patriotisme et de bon sens dans le partage équitable des richesses nationales, à une sorte de vengeance sur la défaite de 1992. Le rattrapage donc dans le vol des deniers publics par une caste nationale mafieuse et un lobby étranger complice est constaté. Donc ce rattrapage dans le vol des deniers publics, avec une coercition féroce des populations. C'est aussi dû au népotisme constaté dans le management de la République, ainsi qu'au réseau d'incompétents et de hauts commis de l'État à la solde du dictateur national et de ses proches. La navigation à vue du pays, impactant des générations entières, est l'essence même de celui-là qui a fait ou qui a pris en otage le Congo et les Congolais.
Voilà ce que je peux dire en un mot Alors par donc, rapport à si ce j'ai bien sujet. compris, là on va paraphraser, et probablement c'est le colonel ou le général qu'on appelait Jerry Rawlings qui disait, lorsque l'État marche sur les droits des populations, avec la complicité bien sûr de la justice, l'armée se doit de prendre ses responsabilités. Comme pour dire que finalement c'est irréversible, que ce vent qui est en train de souffler en Afrique, qui a commencé en Afrique de l'Ouest, qui finalement est arrivé en Afrique centrale, finira par souffler vers le Congo aussi. Il faut comprendre aussi une chose au Congo, c'est que l'armée est tribalisée. Il n'y a d'armée que de nom. Il n'y a plus d'armée que de nom. La vraie armée, c'est la garde républicaine, qui est équipée, qui est organisée et qui est disséminée dans la République, alors que l'armée républicaine, elle, est désarmée. Mais c'était Donc, pareil au Gabon, non? c'est pas pareil au Gabon. C'est pas pareil au Gabon parce que Monsieur Bongo a eu le temps de laisser à son fils une armée plus ou moins républicaine. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait ou qu'il y a toujours au Gabon ce qu'on appelle la garde républicaine, enfin la garde, comment dirais-je, l'armée française, qui devait venir au secours de l'armée gabonaise pour endiguer toute attaque qui proviendrait de l'extérieur ou qui viendrait déranger le pouvoir. Or, nous constatons tous que Ali Bongo n'a plus les aptitudes lui permettant vraiment de gérer le pouvoir et que le pouvoir était malencontreusement géré et par sa femme et par son fils, avec usurpation même de signature. Or, un tel État ne pouvait pas continuer à être géré comme ça. Voilà pourquoi il y a eu comme une certaine révolte de la part de ceux qui pensent qu'ils peuvent sauver ce pays pour nous présenter ce que nous constatons aujourd'hui. Or, l'institution président de la République du Congo, sous Denis Sassou Nguesso, avec elle, son cabinet, sont ce haut lieu par excellence où s'opère toute la mafia, source même de déchéance du pays. Je vais encore paraphraser John Locke qui dit que il n'y a pas d'État, mais il n'y a que des hommes dans l'État. Ce sont les hommes qui font l'État. Donc, avec le funeste conseiller aux ressources naturelles, M. Denis Marie-Auguste Gokana, chef d'orchestre des contrats miniers, pétroliers et gaziers léonins, défavorable pour les Congolais. Je vous prendrai le cas de la nébuleuse avec Congorep. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Vous avez l'exemple du terminal de Ngeno qui est arrivé à échéance. C'est-à-dire que le terminal de Ngeno est devenu la propriété de l'État congolais, donc qui est rentré dans le domaine public. On aurait pu profiter de cette aubaine pour mieux pour prendre en main la gestion de ce terminal et comprendre la gestion même de cette ressource qu'on dit appartenir aux Congolais. Vous avez la société AOGC, Afrique, Sphinx, GPLSA et la CEPC, qui sont toutes les sociétés gérées par M. Denis Gokana, qui est cumulativement avec cela conseiller du président de la République. Et il est aussi vice-président de la Commission économique et finances à l'Assemblée nationale. Donc, celui qui valide les lois liées à l'économie et aux finances de la République. Vous pouvez comprendre avec moi que la mafia se fait au sein du cabinet et s'enchaîne dans les différentes institutions du cabinet une fois qu'ils se sont affublés de toutes les garanties leur permettant de dérouler leur crime économique. Alors, Alphonse Maboussou, c'est vrai que vous avez déjà amorcé la question, hein, c'est en fait la question centrale de notre échange aujourd'hui, et vous avez rappelé que c'est toute une mafia, et je me rappelle évidemment de Libération, hein, le quotidien qui titrait
je crois, un article où on disait, disons, la politique ou l'État congolais fonctionnait comme une mafia. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, vous pouvez lire ça sur disons, les lignes de Libération. Alors, nous allons donc revenir sur notre sujet principal, notamment les hommes et femmes qui entourent Denis Sassou Nguesso et qui se livrent au pillage systématique des deniers publics. Je rappelais d'entrée de jeu que plus de 133 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 122 milliards de dollars dilapidés. C'est beaucoup d'argent pour un pays comme le Congo qui n'a que 5 millions d'habitants. Et on parle de plus en plus de 14 000 milliards de francs CFA qui étaient destinés pourtant pour le fonds de garantie des générations futures. Là aussi, ça a disparu et personne ne donne des explications. Alors, on va donc comprendre avec vous qui sont autour de Denis Sassou Nguesso, ces hommes et femmes, comme je l'ai dit, qui ont finalement, qui ont décidé de piller, de détruire le Congo-Brazzaville. Probablement les têtes les plus en vue, bien entendu. On ne va pas citer tout le monde. On ne parlera pas de tout le monde, sinon on va passer toute une journée ici. Nous n'avons que 1 heure d'émission. Et donc, on peut prendre les têtes les plus affichées que les Congolais connaissent. Ben, nous avons commencé par Denis Gokana. Je ne sais pas s'il faille que je redise encore quelque chose à ce sujet, mais il faut comprendre une chose. Il s'agit d'une nébuleuse, hein, c'est-à-dire que c'est comme une pieuvre qui a plusieurs tentacules, mais la pieuvre, c'est lui-même. Hein. Les gens qui l'utilisent, c'est que des strapontins. C'est-à-dire que comme il a des compromissions à tous les niveaux, tous azimuts, on dirait, ben, il est obligé d'avoir plusieurs sociétés pour dissimuler une partie de l'argent de l'État pour assouvir en fait sa soif de pouvoir ou de conservation même de pouvoir. Voilà, à tous les prix. Donc, je vous ai parlé Pardon, Alphonse Maboussou, quasiment tous ces conseillers-là, tous ces vous allez me conseillers pardonner, sont... Pardon, vous dites? Vous allez me pardonner de vous arrêter un instant. Oui. Je veux juste comprendre pourquoi vous avez préféré commencer par Denis Ngokana alors que Sassou Nguesso lui-même aussi serait, je crois, à la tête de ce réseau-là. L'institution présidence de la République sous Sassou Nguesso, avec elle son cabinet, sont ce haut lieu par excellence où s'opère toute la mafia. Vous comprenez? Donc, il y a la tête pensante, hein? La tête pensante, c'est lui-même, c'est-à-dire c'est lui qui est au centre du réseau. Maintenant, il emprunte les noms de ses collaborateurs pour faire du business. Voilà. Si je vous prends l'exemple de AOGC, mais c'est M. Denis Gokana qui gère avec Mavungu Maurice. Mais Mavungu Maurice, c'est quelle aile? C'est l'aile de Antoinette Sassou Nguesso. Denis Gokana, c'est quelle aile? C'est l'aile de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, vous pouvez comprendre avec moi que cette société qui fait concurrence à la société dite nationale, la SNPC, ne peut pas être l'appartenance de M. Auguste Gokana. C'est juste un prête-nom. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et tous ces collaborateurs sont en accointance avec la justice internationale. Je vais vous prendre le second, qui est le conseiller spécial négociateur en chef auprès des bailleurs de fonds, FMI, BAD, BGFI, Afreximbank, UBA Atlantique, la Banque sino-congolaise pour l'agriculture. Il est champion des montages financiers gagés sur le pétrole auprès des traders. Le Tony Truant Lucien Ebata, qui en plus assure d'une part le courtage par an de 12 millions de tonnes, 12 millions de barils de pétrole brut qui revient au Congo via la société dite nationale, et d'autre part fournit à la RDC 1,2 million de tonnes de produits finis de la raffinerie qu'il vend donc, qui revend au Congo après spéculation et avec majoration pour se partager les prébendes avec tout le monde qu'il y a autour. Je ne pense pas que ce soit juste Lucien Ebata qui soit chef d'orchestre de ce grand concert de désordre au niveau du Congo. Le chef d'orchestre, c'est lui-même, M. Denis Sassou Nguesso. Vous pouvez comprendre avec moi.
Vous avez des projets d'infrastructure dits éléphants blancs par les Chinois. Avec qui? Avec M. Jean-Jacques Bouya. Pardon, Okay. pardon, Alphonse Maboussou. Vous avez parlé de Lucien Ebata qui vendrait les produits finis de la raffinerie du Congo vers d'autres pays et pour les ramener à un certain moment et revendre ça plus cher. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez nous C'est-à-dire expliquer? que 1,2 million de tonnes de produits finis qui sortent de la raffinerie, monsieur Lucien Ebata, avec sa société Orion, a le monopole donc de vente de ces cargaisons de produits finis à la RDC, qui est l'unique client en fait. Mais Maintenant, c'est il quoi? crée C'est la quoi? spéculation derrière, donc la rareté du produit sur le marché congolais. Vous avez vu, dernièrement, il y avait crise de carburant. Donc, il crée Donc, la rareté donc, du produit sur le marché pour le revendre par la suite au Congo, mais avec majoration. mais il a Donc, quelle relation avec... cette plus-value, il la oui, récupère pour se partager avec des amis. il a quelle relation avec la raffinerie du Congo? Mais aucune relation. Il a la relation qu'il a. C'est M. Sassou Nguesso qui est propriétaire des biens du Congo. Est-ce que vous pouvez comprendre avec moi que le montage, c'est celui-là? M. Lucien Ebata, c'est juste un prête-nom. Ça veut D'ailleurs, dire... il est citoyen congolais, mais on ne lui reconnaît aucune résidence au Congo, ni pour lui, ni pour ses entreprises. Est-ce donc, que c'est son normal? bureau, c'est un bureau mobile, c'est-à-dire Son son bureau, sac, c'est c'est ça? certainement une mallette. Hein? Une mallette amovible. Il se balade avec, voilà, dans ses jets privés, au rythme des réunions ou des entretiens qu'il a avec sa hiérarchie. Voilà, quoi, c'est tout. Hein? Et très arrogant, d'ailleurs. Mais comment expliquer ça à quelqu'un qui gère autant de milliards, ces milliers de milliards du pétrole congolais qui n'a pas un bureau au Congo? Il est C'est là se pas à moi de vous balader. l'expliquer. Hein? Ce sont les pratiques des gens qui, c'est une fuite en avant. Ils savent tous que ce qu'ils font, c'est pas bon. Le jour où ça arrivera, ben, je serai peut-être pas au Congo, je serai ailleurs, je pourrais m'enfuir. Mais ça va arriver. Parce que ces Est-ce que gens-là c'est ce seront qui, pourchassés du désordre qu'ils auront perpétré au Congo. est-ce que c'est ce qui explique finalement les pénuries du carburant à répétition au Congo-Brazzaville? C'est fait exprès, comme vous l'avez dit là. Je semble vous l'avoir dit que effectivement, on crée expressément la pénurie pour créer une majoration et puis récupérer la plus-value pour se partager. Parce qu'on prétexte que oui, il y a les stocks d'alerte et tout le reste, mais vous devez, avec tout ce qu'ils ont eu comme manne, ils auront pu créer les infrastructures permettant d'avoir des stocks d'alerte de 3 mois, de 6 mois et tout, pour endiguer toute pénurie. Mais ils créent la spéculation voilà, à des buts inavoués. Voilà. Alors on va continuer avec les autres en dehors de Denis Voilà, je Gokana, vous ai vous avez donc parlé de cité, et Jean-Jacques Bata. Bouya. Ben, il y a Oui. tout un dossier hein, sur lui par rapport Ah, au je bien voudrais que vous Malaki, nous par parliez aussi rapport de à tout ce qu'on Bouya. sait, C'est par quand même rapport au intéressant. procès avec tout ce qu'on sait. Euh, Peut-être que demain, il faille revenir sur chacun d'eux pour faire une émission carrément sur chacun d'eux parce qu'il y a tellement à dire. Mais bon, je vais passer sur la franco-rwandaise qu'est Françoise Joly, qui a intégré la mangeoire en 2021, si j'ai bonne souvenance, très active dans la vente des cargaisons de pétrole du côté de Dubaï. Depuis que M. Ebata a été mis sur orbite avec les biens mal acquis en France, avec les procès en France, bon, on l'a mis un peu en veilleuse. C'est Madame Françoise Joly qui a pris le relais, surtout qu'elle ouvre grandement les portes de la Russie à la République congolaise, de M. Sassou Nguesso, et du Rwanda d'ailleurs. Donc, M. Sassou Nguesso a trouvé en cette dame le partenaire qu'il lui fallait ou la partenaire qu'il lui fallait pour arriver à ses fins, c'est-à-dire dilapider l'argent du Congo et se faire, comme on appelle, comme un scaphandre pour se protéger des Congolais qui savent que sa gestion chaotique le poussera systématiquement vers un étau et vers la ruine. Voilà. Sa ruine à lui. Donc, vous avez des sociétés comme Lukoil qui viennent au Congo
qui intègrent la mangeoire en utilisant des systèmes peu orthodoxes. Hein, peu orthodoxes. Parce que quand vous intégrez un permis, vous payez ce qu'on appelle le bonus. Mais Dieu seul sait à quoi a servi le bonus que l'UCOIL devait payer au gouvernement congolais. Je ne peux pas le dire ici, mais Dieu seul sait. Et ils savent, ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Vous avez ensuite M. Denis Christel Sassou Nguesso, qui est très amateur dans les affaires, mais aussi glouton que son père dans la chanlie. Il avait fait couler la Cotrade. La Cotrade étant cette société de la SNPC, qui permettait de vendre donc le brut congolais par les Congolais en Angleterre. Le voilà qui est aujourd'hui bombardé Superman pour aller signer des contrats bidons avec des partenaires peu recommandables. Vous avez M. Gilbert Ondongo, actuellement au cabinet du dictateur national. À l'époque, il était ministre des Finances. Un pacte corruptif avait été passé avec Gilbert Ondongo et Gunvor en Suisse. Il s'agissait, selon la justice suisse, d'obtenir du ministre la validation des accords de préfinancement des cargaisons de pétrole. Car pour décrocher le contrat de commercialisation du brut sur une période de 3 ans, Gunvor s'était engagé dès 2011 à préfinancer les opérations, prêtant ainsi aux autorités congolaises en plusieurs tranches un montant total de 625 millions de dollars pour financer les éléphants blancs que nous connaissons tous. Vous avez entendu parler de Asferbras, de Maluku et tout ça. Tout cet argent a été englouti là-dedans. Qu'est-ce que ça donnait? Rien du tout. Ces préfinancements aussi pratiqués par d'autres sociétés de trading comme Glencore et Trafigura, et que Brazzaville avait caché au Fonds monétaire international à l'époque, ont contribué à faire exploser la dette du Congo. Et après la chute des cours du pétrole en 2014, Brazzaville s'est retrouvé à devoir rembourser au prix fort du pétrole, dont les cours sur les marchés mondiaux avaient été divisés par 2. Vous voyez? Donc, le Congo se retrouve en difficulté simplement parce que c'est une nébuleuse qui est au sommet de l'État et qui le gère comme tel. Et je n'ai pas fini. C'est-à-dire, vous n'avez pas fini, c'est vrai. Vous n'avez pas fini, c'est vrai, vous l'avez dit. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que finalement, Denis Sassou Nguesso, que l'on prendrait pour un chef d'État, n'est qu'un mafieux qui est venu installer un système mafieux au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, c'est loin même de penser que c'est un homme politique. Monsieur Sassou Nguesso, ce n'est pas un homme d'État. Monsieur Sassou Nguesso, c'est un rancunier. Il a perdu les élections en 92. En 97, le voilà qui revient par les armes et il se venge des Congolais qui savent qu'on ne l'aime pas. Vous avez le neveu Edgar Nguesso, qui lui est le directeur du domaine présidentiel. Que vient-il faire dans le pétrole, ce monsieur? Un premier pacte corruptif avait été conclu entre 2008 et 2009 avec Gunvor toujours et lui. Gunvor a obtenu une cargaison de barils de fuel de la société Coraf. Donc 283 000 barils environ. Afin d'obtenir la dite cargaison, il avait été établi avec Edgar Nguesso une entente selon laquelle une rémunération lui serait octroyée. Ça, c'est ce qu'affirme l'acte d'accusation du procureur fédéral suisse. Et il s'agit de 200 000 dollars qui avaient été versés à ce monsieur. Je vous rappelle que, d'après le Canard enchaîné du 12 juillet 2023, qui citait que le 3 août 2010, la coïncidence est troublante parce que ce que je vous ai dit, Supra, corrobore avec ce que le Canard enchaîné a publié. Ce monsieur s'est fait payer 120 costumes, 80 chemises pour 440 000 euros payés par une société offshore suisse. Suivez mon regard, la coïncidence est assez troublante.
Ce sont là Comprenez? les montages financiers dont vous parlez tout à l'heure, c'est ça? Ben oui, tout à fait. Du domaine présidentiel, le voilà qui se retrouve à gérer le pétrole. Et quelque part, il est neveu du chef de l'État, de ce qu'ils appellent le chef de l'État. Vous avez Wilfried Nguesso, celui-là aussi qui se sucre à la Socotram, garantissant à la famille des comptes garnis de pétrodollars sur le dos des Congolais. Maintenant qu'il a été nommé sénateur, les taux sécuritaires de la pérennisation du pouvoir par la famille sera garanti par ses soins. Cumulativement à ses fonctions de pasteur, à ses charges de pasteur et de directeur des transports de l'époque, et PDG de la Socotram, un montage complexe en la faveur de la cession par l'État congolais de 40% des droits de trafic maritime en provenance et à destination du Congo, ainsi que les exonérations fiscales qui vont avec, a été octroyées à cette société de la famille, donc la Socotram. Une sorte de criminalité d'État au préjudice des populations congolaises. Avec au départ 45% de participation, la balance fut détenue par la saga. La saga n'existe même plus. Et à 49% par Elf, qui n'existe même plus aussi, l'ami de toujours du dictateur national. Et à 6% comme caution morale. Donc, Elf, quoi. Voilà. Oui, Oui, Alphonse Maboussou, Willy, pardon. attendez que je ne perde pas le fil de mes idées, s'il vous plaît. Oui, je vous en Willy, prie. donc, va créer une société au Liechtenstein qu'il va appeler la WGN, Willy Nguesso Trading and Shipping Negos International, qui va racheter donc les parts de la saga et de Elf et qui va devenir de facto l'actionnaire privé unique et majoritaire de la Socota. Donc, en 2004, la WGN va donc vendre toutes ses actions à la Socota et à Guinea Gulf Shipping Company et Wilfried se fit comme il se nomme comme pour PDG donc de cette société, parce qu'il occupe jusqu'à aujourd'hui avec un salaire mirobolant de plus ou moins 100 millions de francs CFA qui se tapent à lui tout seul. Est-ce qu'au Congo, il y a des gens qui ont 100 millions de CFA de salaire? De salaire. Et de ce fait, la nationalité canadienne, de ce que je vous dis là, la nationalité canadienne ainsi que l'accès à ce pays lui ont été refusés. C'est là que je voulais rebondir pour juste rappeler à nos téléspectateurs Willy Nguesso, dont vous faites état, qui est devenu sénateur en fait pour se protéger de ses crimes, a été déclaré persona non grata au Canada et il a même été déclaré faisant partie d'une association des malfaiteurs. Ça, c'est la justice canadienne qui le dit. Et lorsque vous me dites que c'est un pasteur, bon, là, je commence maintenant à me poser la question de savoir c'est quoi cette catégorie de personnes qui se présentent au Congo comme des pasteurs et ils sont dans le même temps dans des réseaux mafieux pour aller se protéger, je crois, au Sénat et probablement, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec le Congo finalement, ce n'est plus un État, c'est un, comme qui dirait, c'est devenu, bah voilà, un monde des mafieux, comme vous C'est l'avez un expliqué. conglomérat de Voilà. mafieux qui se sont constitués et puis qui ont pillé la République et qui Un refuge des cherchent criminels. une certaine immunité, mais ils font le jeu de la tortue. C'est-à-dire que, en dehors peut-être de leur mentor, qui a l'immunité présidentielle, il peut se balader dans le monde entier sans qu'on l'arrête, mais les autres sont en train de travailler, les Congolais sont en train de travailler. Tous ceux qui se disent avoir l'immunité au Congo, ils n'ont aucune immunité à l'extérieur du Congo. C'est vrai, ils se sont orientés du côté de Dubaï, mais... Pendant que vous dites ça, Alphonse Maboussou, vous me rappelez l'histoire de cet enfant, le fils de Denis Sassou Nguesso, qui aurait été refoulé en France et qui avait présenté d'ailleurs un passeport diplomatique. Et on a trouvé dans ses sacs plus de 100 000 euros, c'est ça, qui ont été d'ailleurs confisqués, et il a été refoulé sur, je crois, le Sénégal, c'est bien ça, si j'ai une bonne mais information. en dehors Et, de ça, il y a une autre Sassou Nguesso, le prénom ne me revient pas, mais c'est une dame qui avait été interceptée à Roissy, il n'y a pas plus d'un mois, avec
beaucoup d'argent. Aussi Charles de Gaulle. Et Mais cela veut dire, on a dû taire l'information. Hein. On a dû taire l'information parce que papa a piqué une crise. Voilà, il fallait passer par nos amis du Havre, notamment la SDV, au lieu d'utiliser encore ces systèmes où on expose la famille et tout. Toutes ces choses-là sont connues. Ils donc pensent ça veut que dire que désormais, ce groupuscule, j'allais dire, des mafieux est bien connu par le monde. Ils sont désormais surveillés. ils sont sur le viseur, ils sont sur le viseur de Tracfin et de pas mal d'autres institutions financières du monde pour les traquer. Hein. Y a une chose dans tout ça que je peux ajouter, hein, c'est-à-dire que ce monsieur-là n'aura pas rendu service à sa progéniture. On est tous des mortels. Le jour où il s'en ira, je ne sais pas si le nom Sassou Nguesso existera toujours au Congo. Mais est-ce que Tellement sa il aura fait famille, du mal, et lui et sa clique. mais est-ce que la question que j'allais vous poser, vous n'êtes pas non plus la personne la mieux habilitée, c'était de savoir est-ce que sa famille ou son clan est conscient de cela, que le jour où il va fermer les yeux, ça risque d'être beaucoup dangereux pour eux. Le pouvoir de l'argent laisse parfois oublier certaines réalités du monde. Voilà. Pour tout banaliser ou même pour philosopher, je dirais, tout est terre. Nous venons de la terre, nous retournerons à la terre. Voilà. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la terre. Donc, tout ce qu'ils font, ce n'est que chimère, parce que vanité des vanités, tout est vanité. J'espère que lui, Je il va vais pas passer demander. au suivant. Je vais Tout à fait, passer au oui, mais suivant. j'étais juste en train de dire, Alphonse, lui, j'espère qu'il va pas nous demander de crier ou de faire du bruit comme a demandé Ali Bongo aux autres de faire du bruit pour lui. Probablement que pour lui, il va demander qu'on danse pour lui. Et donc, on va continuer. La suite, c'est quoi? D'autres personnalités qui sont connues dans ce monde de la mafia au Congo? Vous avez M. Maxime Ganzion. M. Maxime Ganzion est le chargé de mission sur l'axe des oligarques russes à la mangeoire congolaise. Donc, entre 2010 et 2012, la société Gunvor, toujours la même, du milliardaire suédois Torkvis et de Gennady Timchenko, l'ami de Poutine, hein, l'ami de Poutine. Et vous pouvez comprendre. Ils ont engrangé des revenus d'environ 2,2 milliards de dollars sur 22 cargaisons de pétrole achetées au Congo-Brazzaville. Comme pour dire que tout cet argent ne va jamais dans le trésor congolais. C'est fait exprès, ça va dans les paradis. Vous pouvez comprendre. Je vous ai parlé de 133 000 milliards de dollars de CFA. Ça se trouve planqué dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les cimetières et dans les églises. Vous pouvez comprendre la logique de ce que je suis en train de vous dire. Hein? Il y a plein de pasteurs qui sont impliqués dans l'évasion fiscale au Congo. Ce n'est pas un fait exprès. C'est-à-dire, comment ça se passe? Dans la famille Nguesso, il y a au moins 2 pasteurs, un homme et une femme. Je fais fi de tous des beaux-frères et tout le reste, qui sont très proches de la famille, mais qui le sont aussi. Et qui ont un réseau assez, même l'Église catholique ou l'Église protestante ou l'Armée du Salut dans le monde, ou même les Kimbanguistes, ne sont pas organisés comme eux, ils sont organisés. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent alors que tout le monde est en crise? Vous comprenez? Ça s'appelle ICC ou ICC. Mais ils ont un réseau où quand vous rentrez dedans, ben, vous êtes comme aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont la même chose. Donc, vous comprenez que c'est une forme de blanchiment d'argent du Congo qui se retrouve donc dans ces églises-là pour ne pas avoir à rendre des comptes aux gens. Donc, sur une seule année, en 2011, plus de 20% des bénéfices mondiaux de Gunvor, soit 327,9 millions de dollars, provenaient directement du Congo par l'intermédiaire de Maxime Ganzion et de Cédric Okiorina, qui en ont tiré les bénéfices hein, qui devaient leur revenir avec leur mentor. Il y a même un procès en Suisse par rapport à ce sujet où il a été démontré que Maxime Ganzion n'était qu'un prête-nom. Vous comprenez? Donc, ces gens-là ils évoluent de procès en procès, de procès en procès, de procès en procès. Et c'est comme ça qu'on gère le Congo. Vous avez Antoinette Sassou Nguesso, qui, elle, est dans le monopole de la fourniture et la commercialisation des produits de première nécessité, notamment le ciment,
avec les sociétés qui produisent le ciment au Congo, où d'un côté, il y a elle qui est actionnaire et de l'autre, il y a Bouya. Mais comme monsieur ne peut pas se montrer, vous pouvez comprendre avec moi que Bouya, c'est juste un prête-nom, mais qui profite aussi dedans, dont le mentor lui-même est propriétaire des affaires. Elle s'occupe aussi des vivres avec son alliance avec les Libanais et aussi avec le consul du Mali à Pointe-Noire, qui est membre du réseau et qu'on appelle Amadou Niangadou. Abadou Niangadou, je me Voilà, rappelle. qui s'est organisé à gérer un réseau malien de boutiques dans toute la République. Donc, tous les produits qui arrivent, donc il a le monopole de fourniture de toutes les denrées alimentaires et il assure l'approvisionnement et la distribution au Congo dans son Oui, réseau pardon. et il se retrocède les intérêts derrière. Et derrière, ils ont créé avec sa patronne, les grands moulins du Kouilou, avec Pendant que vous parlez, l'investissement Alphonse 45,8 Waboussou, milliards de francs CFA comme ça. Pendant que vous parlez de Niangadou, évidemment, j'ai connu ce monsieur. Nous sommes allés faire un reportage chez lui, mais le constat, c'est qu'évidemment, c'est un monsieur qui gère un réseau des douaniers qui viennent émarger chez lui. Il a des bureaux un peu cachés dans ses boutiques où presque tous les douaniers de Pointe-Noire viennent émarger, viennent prendre leur salaire après avoir fait tout ce qu'ils font en douane. Et ce monsieur est devenu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très influent. Et il y a eu même une histoire où malheureusement, ils sont allés tomber sur du riz que les États-Unis avaient donné en don aux Congolais, qu'ils ont piqué comme ça. Bon, après, on leur avait donné un ultimatum de 24 heures de rendre ce riz, sinon les États-Unis allaient agir. En ce temps-là, je me rappelle, c'était l'ambassadeur Westberg qui était là. C'était juste une parenthèse pour montrer comment, évidemment, le Congo aujourd'hui est sous l'emprise d'un réseau mafieux, mais vraiment installé quoi, au Congo-Brazzaville, et on utilise tout ce monde. Le Congo est à redresser. Le Congo est à redresser et c'est toujours possible de le redresser. Il suffit de rendre les gens, de mettre les gens au pas. Voilà. Pour que nous prenions notre destin entre nos mains. Chacun de nous est compétent quelque part. Là où s'arrête ta compétence, commence celle d'un autre. Et on crée un maillon. Là-dedans, il n'y a pas de tribalisme, rien. On donne du travail à tout le monde, on donne des commodités à tout le monde et on demande des comptes à tout le monde. Voilà. Les Alors, histoires vous de parliez tout népotisme, à l'heure, je vais ouvrir une parenthèse. je vous en prie. J'ai vu le ministre des Finances faire un appel d'offre d'emploi où il se constate subitement que effectivement tous ces conseillers ont atteint la limite d'âge et qu'il va falloir les remplacer. Les Serge Ndeko, les Lundu Henry et les autres, j'en passe. Voilà. Il lance donc un appel d'offres d'emploi pour que les gens viennent souscrire. Mais en utilisant une adresse email, une adresse électronique @gmail.com, un ministère des Finances d'une république qui ne sait même pas où loger le domaine de son, comment on appelle, de son ministère. domaine, comment on appelle, Internet, quoi. C'est grave, c'est très, très, très grave. C'est très grave pour une république. Donc, ça veut dire que les informations confidentielles de l'État se trouvent même dans la rue. C'est pas normal. Et en plus, un couac dans cette disposition. Le propriétaire des fonctionnaires, c'est la fonction publique. C'est l'État. Donc, le ministère de la fonction publique. Il est aucunement question au Congo de demain de voir un ministère de tutelle engager un recrutement. C'est pas possible. C'est la fonction publique qui doit mettre à la disposition du ministère les cadres permettant de gérer le ministère avec le ministre qui a été nommé par le gouvernement pour endiguer cette affaire de tribalisme. Parce qu'il faut prendre les gens sur la base de la compétence et non sur la base des affinités ethniques ou tribalo, je ne sais pas, ou bimétrie et tout ce qu'on sait. C'est ça qui tire le Congo vers le bas. Et le CRC travaille sur tout ça et produira le bijou qui permettra aux Congolais vraiment de se retrouver.
vous avez Claudia Lembumba, vous avez Teddy Christel Sassou Nguesso, qui lui est directeur général de la Société nationale de distribution, un piètre homme. Vous avez Omar Denis Junior, Bongo Ondimba, qui a un pied au Gabon, un pied au Congo, et qui est dans les affaires. Vous avez Jean-Dominique Okemba, qui est administrateur des banques, de toutes les banques, notamment la BGFI, qui est la banque de la famille, et qui veille au grain. Voilà. Vous avez les autres enfants et parents qui sont en embuscade sur tous les marchés juteux de l'État. Vous avez aussi au niveau du gouvernement chaque administration sous tutelle, avec le principe de favoritisme et de surfacturation des contrats, qui veille à renflouer les comptes de la hiérarchie complice du dictateur national. Donc le ministre, le directeur, je ne sais pas qui, directeur de société d'électricité ou je ne sais pas quoi. Donc le cumul de mandats et les conflits d'intérêts obligent. Les sacrifices sont monnaie courante chez ces cadres et commis de l'État pour se maintenir au gouvernement ou aux hautes fonctions et juteuses, aux hautes fonctions de l'État. Donc, les différentes élections auxquelles ils sont candidats sont financées par ce biais, ainsi que les séjours pompeux dans l'Interland, où ils font les emplettes dans les grandes surfaces, les plus huppées du monde, et l'entretien des multiples maîtresses et des militants membres de l'ethnie, de la tribu, du clan, du parti et des réseaux. Bilan, 133 000 milliards de francs CFA méthodiquement volés au peuple congolais, planqués dans les paradis fiscaux, les bas de laine, les cimetières et les églises, sous la gouvernance ou sous la gouverne du dictateur national, dont le rapatriement est plus que sine qua non pour développer le pays. Voilà pourquoi il faut revenir au cas du Gabon, où on va trouver dans les maisons des gens des centaines et des centaines de milliards de francs CFA. Oui, évidemment, savez, on peut en trouver 1000 fois chez les Nguesso. Je suis sûr que même dans les cimetières, là, comme vous l'avez dit, il doit avoir beaucoup d'argent. Mais alors, comment trouver donc une solution à cela? Vous avez dit probablement que ce sera une solution comme celle, bien sûr, du Gabon. Mais vous avez aussi dit que bon, le Gabon avait une armée plus ou moins républicaine, ce qui n'est pas le cas avec le Congo-Brazzaville. Et nous savons également que Denis Sassou Nguesso avait été réinstallé par coup d'État militaire, donc initié, financé, soutenu par la France. Mais à côté de la France, il y a eu l'Angola. Et à côté, est-ce que on peut penser que les rapports avec surtout l'Angola peuvent basculer pour changer et que l'homme qui est là en Angola ne peut plus venir, par exemple, soutenir Sassou Nguesso dans le cas où les Congolais prenaient, par exemple, leurs responsabilités? Sous le règne pathétique de Denis Sassou Nguesso, il n'a été question de paix que de façade avec les pays voisins. Aujourd'hui, des bruits de bottes sont perceptibles sur le flanc ouest de la République démocratique du Congo, notre voisin, avec qui nous avons tout en commun et avec qui plusieurs opportunités d'affaires n'ont pu être au rendez-vous du développement des deux peuples frères. Les Rwandais y sont en embuscade. Des relations K1K de bon voisinage avec nos frères du Gabon qui savourent l'air pur de la liberté. Prions que le Seigneur accorde au général Brice Oligui Nguema, à toute son équipe et au peuple frère gabonais toute la chance de réussite, ou toutes les chances de réussite. Que nos compatriotes qui ont trouvé refuge dans ce pays depuis 1997 prêtent l'oreille par ma voix à cet appel du cœur pour sauver le Congo. Comme le stipule son hymne national, l'Angola, très avancé sur la voie de développement, se doit d'être aux côtés des peuples frères du Congo. Permettez que je lance un cri de cœur à ce peuple frère pour qu'ils comprennent que nous sommes unis par des liens séculaires. On ne sauve pas un peuple doit se sauver seul. Est-ce que c'est les autres qui devront sauver le Congo? Mais il peut se sauver aussi avec l'aide de tous ceux qui peuvent se reconnaître de cette dynamique.
Pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Pátria, nós seremos teus filhos, tombados pela nossa independência. Honramos passado, a nossa história, construindo no trabalho homem novo. Honramos passado, a nossa história, construindo no trabalho homem novo. Angola vai ter evolução pelo poder popular. Pátria unida, liberdade, só povo, uma só nação. Angola vai ter evolução pelo poder popular. Pátria unida, liberdade, só povo, uma só nação. La seconde strophe de cet hymne le dit si bien. Élevons nos voix, ainsi libérés, pour la gloire des peuples africains. Marchons, combattants angolais, solidaires avec les peuples opprimés. Fièrement, combattants angolais, luttons pour la paix avec les forces progressistes du monde. Oui, je comprends Pardon? très bien, Alphonse Maboussou, que vous nous chantiez l'hymne national de l'Angola, et je suis d'ailleurs surpris de savoir que vous parlez très bien portugais. Mais bon, on peut s'arrêter à quelques strophes et puis expliquer, parce qu'il y a aussi un problème de temps, les téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'ailleurs de savoir que vous chantez très bien l'hymne national angolais. Alors maintenant, vous pouvez nous expliquer les quelques strophes, hein, qu'est-ce que ça dit concrètement et quelle est la relation avec la situation du Congo? Je vous l'ai dit tout à l'heure que la première strophe dit « Ô chère patrie, jamais nous n'oublierons nos héros du 4 février », parce que le 4 février 61, il y avait eu une lutte atroce contre les Portugais. Au Patriano Saddam nous saluons tes enfants qui sont tombés pour notre indépendance. Okay? Et nous honorons notre histoire et en construisant par le travail un homme nouveau. Vous voyez? Donc, le Congo aujourd'hui est détruit. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de santé, plus rien du tout. Mais il faut sauver le Congo avec les amis, tous ceux qui peuvent se reconnaître comme étant des forces progressistes pour sauver ce pays. Parce que hier, les Congolais avaient aidé les Angolais. Vous voyez? Marchants, combattants angolais, solidaires avec les peuples opprimés, fièrement combattants angolais, luttons pour la paix avec les forces progressistes du monde. Voilà un peu ce que dit l'hymne. Le CRC est une plateforme qui réfléchit depuis des années sur le devenir d'un meilleur Congo. Parce que nous constatons que le Congo est en lambeaux aujourd'hui. Et personne ne peut accepter ce qui se fait ou ce qui se passe. Et nous constatons qu'au fur et à mesure des jours, des mois, des années qui passent, nombreux sont qui rejoignent notre logique, la logique du CRC, où il est question de la révolution du fleuve. Parce qu'il faut que tout le monde se lève, que se mette debout pour barrer la route à ces bandits qui ont pris le pays en otage. Or, si chacun rumine dans son petit coin, l'union faisant la force, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous tendons la main aux forces progressistes. Nous tendons la main au peuple congolais souverain pour se prendre en charge. En conclusion, comme j'ai chanté l'hymne angolais, je vais me permettre quand même de chanter mon hymne à moi, où je me reconnais comme étant congolais. Je vous en prie. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève,
un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, croyons tout unis que jamais. Chantons tous notre devise, unité, travail, progrès. Chantons tous notre devise, unité, travail, progrès. J'ai envie de dire félicitations, tu es un vrai patriote, un vrai citoyen congolais qui connaît même l'hymne national. C'est super. Alors donc on va conclure, Alphonse Maboussou. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de cette émission? Nous sommes, et bien entendu, le temps qui nous a été imparti est pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on va retenir à la fin de cette émission? Voilà, serait-ce avec un Congo en lambeaux, avec des incompétents, des voleurs, des vantards et des arrogants qui gèrent le pays en amateur, que nous relèverons les grands défis majeurs immédiats que sont la bataille contre la pauvreté, la vie chère, la production locale, la bataille des infrastructures de base, industrielles et agroalimentaires, le partage équitable des ressources du pays, les problèmes frontaliers des ressources naturelles pillées par nos voisins, la transition énergétique, la formation des cadres tous azimuts pour gagner la bataille du développement de notre cher et beau pays. Ce n'est qu'à ce prix que le prétexte du tribalisme sera vaincu. Le peuple tout entier est interpellé pour mettre un terme sans délai à ce cirque. Sinon, c'est le Congo des générations futures qui serait vendu au vautour si ça ne l'est déjà. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Alphonse Maboussou. Je rappelle que vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir encore reçu sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance. Et comme d'habitude, des petits gestes très importants pour nous, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et partagez massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Enfin, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.